Imaginez qu'au cours du réveillon de Noël, mon gendre me verse un seau de détritus sur la tête en disant « Voici le potage que tu as demandé ». Au lieu de me mettre en colère, je me suis calmement essuyé le visage, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro. Le don d'1 million d'euros est annulé, ai-je dit. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires l'heure qu'il est là où vous vous trouvez en ce moment. J'étais assis dans mon bureau lorsque Manon est apparue dans l'embrasure de la porte, son sourire éclatant contrastant avec la grisaille de décembre à l'extérieur. Le Mistral soufflait doucement, faisant frémir les cyprès qui montaient la garde le long du chemin des vignes. La lumière de l'après-midi provençal caressait ses cheveux comme autrefois, quand elle avait 8 ans et tourbillonnait dans le jardin de notre maison des Gallières. « Papa, demain c'est le réveillon. Tu dois te joindre à nous. » Tout le monde vient. Les amis d'université de Stéphane, quelques personnes de mon bureau. Ce sera merveilleux. J'ai pressé ma main contre mon abdomen, sentant cette brûlure familière. Le mois dernier, le docteur Dupont avait été clair au sujet de l'ulcère. Le stress l'aggrave, avait-il dit. Les plats riches sont à proscrire. J'apprécie, ma chérie, mais mon estomac me cause des ennuis. Le docteur Dupont dit que je dois m'en tenir à des aliments fades pendant un certain temps. Amusez-vous bien. Son visage s'est assombri. Pendant un instant, elle a semblé sincèrement déçue, et quelque chose dans ma poitrine s'est adouci. Non, absolument pas. Je te préparerai quelque chose de spécial. Un vrai potage, rien de lourd. Tu ne peux pas passer le réveillon de Noël seul dans ta chambre. S'il te plaît. J'ai étudié son expression, cherchant quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Tu ferais ça? Préparer quelque chose de différent juste pour moi? Bien sûr que je le ferai. Tu es mon père. Elle a souri, mais quelque chose dans son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. L'observation s'est logée dans mon esprit comme une écharde. Après son départ, je suis resté assis dans le fauteuil en cuir que j'occupais depuis 35 ans, à examiner des portefeuilles d'investissement. Mes doigts ont tambouriné une fois sur la coudoir. Dehors, une fine gelée blanche commençait à poudrer le jardin, couvrant l'herbe brune de décembre. Mon esprit a dérivé vers l'été dernier. Le bureau de Pierre Martin, sur la rue des Remparts à Tours, sentait les vieux livres et la cire à meubles. J'avais signé les documents préliminaires pendant qu'il examinait les détails de sa voix d'avocat prudente. La maison du chemin des Prairies, 3 chambres, cuisine rénovée, parfaite première acquisition, 1,05 million d'euros. Manon avait pleuré quand je le lui avais annoncé. Vraiment pleuré, des larmes coulant sur son visage pendant qu'elle me serrait dans ses bras. Stéphane m'avait serré la main fermement, me regardant dans les yeux. « Vous êtes le meilleur beau-père qu'un homme puisse espérer, Jean. Vraiment. Nous n'oublierons jamais ça. » La signature finale était prévue pour le 26 décembre, juste après Noël. Un cadeau parfait. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'en ai sorti le dossier. La carte de visite de Bernard Lefebvre était attachée à l'avant. Lefebvre est associé immobilier, au service de la Provence depuis 1987. Je n'ai pas lu les documents, j'ai juste touché le dossier, passé mon pouce le long du bord. Puis j'ai fermé le tiroir lentement, délibérément. L'après-midi suivant, je suis descendu chercher de l'eau. J'avais la gorge sèche et j'avais travaillé sur de vieux rapports d'investissement, pour m'occuper l'esprit. Stéphane se tenait dans la cuisine, aboyant des instructions à une jeune femme en tenue de traiteur noir. Des chaises de location étaient empilées près de la salle à manger. Des caisses de vin bordaient le comptoir. Besoin d'aide pour les préparatifs? Je pourrais. Stéphane a à peine levé les yeux de son téléphone. On s'en occupe, Jean. Le traiteur professionnel gère tout. On ne voudrait pas que vous vous surmenez à votre âge. J'ai 65 ans, pas 90. Je peux encore gérer. Vraiment, c'est bon. Allez vous reposer. C'est ce que vous faites de mieux ces jours-ci, non? Il a ri, mais ce n'était pas amical. L'assistante du traiteur s'est affairée avec des verres à vin, les épaules tendues. J'ai remarqué comment Stéphane se positionnait entre moi et le plan de travail, me forçant à le contourner. Il ne s'est pas écarté. Il occupait ma cuisine comme si elle lui appartenait, ses mouvements propriétaires et assurés. La jeune femme a jeté un regard entre nous, incertaine de l'autorité à suivre. Je suis remonté sans un mot. Ce soir-là,
j'étais assis à mon bureau à examiner les relevés trimestriels quand j'ai entendu des voix dans le couloir en bas. Manon et Stéphane parlaient en chuchotements urgents. Je me suis approché de ma porte, les vieilles lattes du plancher craquant légèrement sous mon poids. Juste besoin de tenir le coup jusqu'à la signature. Après ça. La voix de Stéphane était basse et tendue. Je sais, mais c'est quand même mon père, Stéphane. Manon semblait crispée. Ton père qui est assis sur une maison de 2 millions d'euros pendant que nous nous entassons dans la chambre d'amis depuis 2 ans. Allons, Manon. Nous l'avons mérité. D'accord, après le 26, tout change. Sa voix était à peine audible. L'escalier a craqué sous des pas qui descendaient. Je suis resté dans l'obscurité grandissante de mon bureau, la poitrine serrée. Les mots se répétaient dans mon esprit, s'arrangeant en motifs que je ne voulais pas voir. Plus tard, j'ai pris mon téléphone. Pierre a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix chaude et familière. Pierre, c'est Jean Dubois. Désolé d'appeler si tard. Jean, aucun problème. Qu'est-ce qui te préoccupe? Cette signature de maison le 26. Tout est toujours en ordre? Verrouillé et chargé. Juste besoin de votre signature et du virement bancaire. Vos enfants doivent être ravis. J'ai fait une pause, regardant la lune se lever sur les Alpilles au loin. Oui, ravi. C'est exactement le mot. Le silence sur la ligne s'est étiré un moment avant que Pierre ne se racle la gorge. Tout va bien, Jean? Bien. Je voulais juste confirmer. On se parle bientôt. Je me tenais à la fenêtre de ma chambre qui donnait sur le jardin. En bas, des camions de livraison s'éloignaient dans le crépuscule. Stéphane se tenait dans l'allée, dirigeant un ouvrier avec une autorité exagérée, gesticulant largement comme un chef d'orchestre. Manon est sortie de la maison, a passé son bras autour de sa taille. Ils ont levé les yeux vers ma maison. Ma maison. Et Stéphane a dit quelque chose qui l'a fait rire. Sa main reposait sur son épaule avec une possession désinvolte. Manon est apparue à la porte de mon bureau 1 heure plus tard. Papa, tout va bien? Tu es resté ici toute la soirée. J'ai fermé le dossier sur mon bureau. Bien, ma chérie. Je passais en revue quelques papiers. Tu travailles trop, même à la retraite. Demain soir, détends-toi. Amuse-toi. Je te promets de te faire le meilleur potage que tu aies jamais goûté. J'en suis sûr. J'ai observé son visage attentivement, cherchant la petite fille qui m'apportait autrefois des coquelicots du jardin. Je t'aime, papa, a-t-elle lancé en m'envoyant un baiser avant de disparaître. Je t'aime aussi, ai-je dit à l'embrasure de la porte vide. Mais mon expression est restée troublée. Demain soir, pensais-je, de nouveau à la fenêtre. Demain soir, je verrai comment tout cela se déroule. Le lendemain soir est arrivé, 19h. J'entendais des voix et des rires monter d'en bas. Le son de ma maison transformé en quelque chose d'inconnu. Je me suis arrêté en haut de l'escalier, ma main sur la rampe en chêne poli qui était là depuis 1993. En bas, mon salon était devenu un festival d'étrangers. Les voix se superposaient dans un chaos joyeux. Les verres de vin s'entrechoquaient. Quelqu'un a ri trop fort à une blague que je n'ai pas pu entendre. Je suis descendu lentement, chaque pas délibéré. Plusieurs invités ont levé les yeux. Quelques-uns ont hoché la tête poliment. La plupart m'ont complètement ignoré. Stéphane se tenait près de la cheminée, animé, gesticulant avec un verre de vin rouge. Son visage était rougeau. Manon se déplaçait entre la cuisine et la salle à manger, jouant l'hôtesse dans sa robe émeraude. Quand elle m'a aperçu, son sourire s'est figé un instant avant qu'elle ne s'approche. « Papa, tu es descendu. Comment te sens-tu » Mon estomac s'est contracté à point nommé. Je n'avais rien mangé depuis le déjeuner. Quelques biscuits salés et un thé léger. Les riches odeurs de la cuisine me donnaient la nausée, et les vapeurs d'alcool dans l'air n'aidaient pas. J'ai touché doucement son coude. À propos de ce potage que tu as mentionné, ma chérie. Mon estomac me dérange vraiment. Pourrais-je en avoir maintenant? Son visage s'est empourpré. Elle a jeté un coup d'œil vers Stéphane, puis est revenue vers moi. Oh, c'est vrai. Le potage, il est encore en train de cuire sur le feu.
Il a besoin de mijoter un peu plus longtemps. J'ai étudié son expression, voyant la vérité dans la façon dont ses mains voltigeaient vers son cou, puis ses cheveux, avant de se joindre. Vraiment? Je ne sens rien cuire. C'est un mijotage lent. Très doux. Sa voix est montée d'un ton. 20 minutes, peut-être 30. Peux-tu attendre aussi longtemps? Il n'y avait pas de potage. Je pouvais le voir dans chaque geste nerveux, dans la façon dont elle a fait un demi-pas en arrière, mettant de la distance entre nous. 20 minutes, ai-je répété doucement. Bien sûr, ma chérie. Je peux attendre. J'ai voulu m'asseoir dans mon fauteuil en cuir, celui qui était le mien depuis 15 ans, mais le manteau de quelqu'un était drapé dessus. Je suis resté maladroitement près de la bibliothèque à la place, pressant ma paume contre mon abdomen, fermant brièvement les yeux contre l'inconfort. La voix de Stéphane a traversé la pièce, assez fort pour que tout le monde l'entende. Le vieil homme interfère toujours avec ses caprices, n'est-ce pas? Besoins diététiques spéciaux, timing spécial. Plusieurs invités se sont tournés. La pièce n'est pas devenue silencieuse, mais les conversations ont baissé d'intensité. Un homme avec un sweatshirt d'une université française a souri en coin dans son verre de vin. Quoi? C'est vrai, a poursuivi Stéphane, ses mots légèrement pâteux. À chaque réunion de famille, tout tourne autour de l'estomac de Jean, de l'horaire de Jean, du confort de Jean. J'ai fait un pas en avant, ma voix mesurée et calme. Stéphane, c'est ma maison. Je te demande poliment de me montrer un peu de respect. Son sourire est devenu laid. Ta maison? C'est la meilleure. Nous vivons ici depuis 2 ans, Jean, à prendre soin de toi. On a l'impression que c'est notre maison maintenant. La température dans la pièce a chuté. Le visage de Manon est devenu pâle. Stéphane, arrête. Tu es ivre. Il s'est tourné vers elle. Je ne suis pas ivre. Je suis enfin honnête. Quelqu'un doit le dire. Dire quoi exactement? Ai-je demandé doucement. Que tu es un fardeau. Les mots sont venus vite maintenant, alimentés par le vin et l'attention du public. Un vieil homme s'accrochant à sa gloire passée, vivant dans une maison bien trop grande pour lui, s'attendant à ce que tout le monde danse autour de ses besoins. Tu devrais être reconnaissant que quelqu'un s'occupe de toi. La plupart des hommes de ton âge meurent seuls, oubliés dans un EHPAD. La pièce est devenue complètement silencieuse. Quelqu'un près du fond a bougé mal à l'aise. Je sentais les yeux sur moi de toutes les directions. Je vois, ai-je dit très doucement. C'est ce que tu penses? C'est ce que tout le monde pense. Ils sont juste trop polis pour le dire. Ce qui s'est passé ensuite s'est produit rapidement, mais a semblé lent. Stéphane a posé son verre avec un soin exagéré. Il s'est dirigé vers la cuisine avec une intention théâtrale, a ouvert le placard sous l'évier et en a sorti un seau en métal. Les restes de cuisine de la préparation de la fête le remplissaient, épluchures de légumes, aliments jetés, eau graisseuse avec un film luisant à la surface. L'odeur m'a frappé même de l'autre côté de la pièce. Plusieurs invités ont halté. Stéphane, qu'est-ce que tu... a commencé Manon. Tu veux ton potage spécial, le vieil homme? Stéphane a traversé la pièce en 4 enjambées, les yeux vitreux et brillants. Tiens, voilà ton potage. Il a levé le seau et a vidé tout le contenu sur ma tête. Les ordures ont glissé sur mon visage. Des épluchures de pommes de terre se sont collées à mon épaule. Du liquide a coulé de mon nez. Mon menton a trempé ma chemise en rigole froide et graisseuse. L'odeur était révoltante. Peau d'oignon, marque de café, coquille d'œuf, orance. Pendant 3 secondes, personne n'a bougé. Puis quelqu'un a gloussé. Le gloussement est devenu un rire. Bientôt, la moitié de la pièce riait, certains se couvrant la bouche, d'autres hurlant ouvertement. L'homme au sweatshirt de l'université a même applaudi 2 fois. Une femme près de la table de la salle à manger avait les épaules secouées, incapable de se contrôler. Bon appétit, a souri triomphalement Stéphane. Manon a fait un pas en avant, la main tendue. Stéphane, tu n'aurais pas dû faire ça. Mais elle souriait aussi, essayant de ne pas le faire, pressant ses lèvres l'une contre l'autre, mais souriant. J'ai levé la main et j'ai enlevé un morceau de salade de ma joue. J'ai pris une serviette en tissu monogrammée sur la table d'appoint, une des bonnes,
et je me suis méthodiquement essuyé le visage. Sans hâte, sans théâtralité, juste un nettoyage soigneux, presque cérémoniel. Puis j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Mes doigts étaient stables lorsque j'ai tapé « Bernard », annulez immédiatement l'achat du chemin des prairies. L'affaire est annulée. Le don d'1 million d'euros est annulé. Nous appellerons demain pour confirmer. J'ai appuyé sur envoyer. Le message a été confirmé par un doux carillon. Le sourire de Stéphane a légèrement vacillé. « Qu'est-ce que tu fais, Jean ? Qu'est-ce que… » Je l'ai regardé. Je l'ai juste regardé pendant un long et silencieux moment. Son visage était toujours rougeaud, toujours triomphant. Mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. De l'incertitude peut-être, ou le premier contact froid des conséquences. Puis je me suis tourné et je me suis dirigé vers les escaliers. Mes pas sur le parquet étaient le seul son dans la pièce désormais silencieuse. Derrière moi, quelqu'un s'est raclé la gorge nerveusement. J'ai entendu Manon murmurer quelque chose d'urgent, mais je ne me suis pas retourné. J'ai monté les escaliers lentement, sentant les ordures couler de mes vêtements à chaque pas. En haut, je suis allé dans ma chambre, je suis entré et j'ai fermé la porte d'un clic doux. Le verrou a tourné avec un son final et silencieux. Le matin de Noël est arrivé en silence. Je me suis réveillé dans les mêmes vêtements que la veille, des ordures séchées s'écaillant encore de mon col. La porte de ma chambre est restée verrouillée. Vers 9 heures, des coups légers ont commencé. « Papa, s'il te plaît. Je t'ai apporté le petit déjeuner. Café, tartine, comme tu aimes. » La voix de Manon est venue étouffer à travers le bois. J'étais assis sur le bord de mon lit, fixant la porte. Je n'ai rien dit. Un plateau s'est posé sur le sol à l'extérieur. Des pas se sont retirés dans le couloir. 20 minutes se sont écoulées avant que j'ouvre la porte d'une fente. J'ai récupéré le plateau et je me suis de nouveau enfermé à l'intérieur. Le café noir torréfié fort avait refroidi. 2 sucres, exactement comme je le prenais. Des tartines de pain complet. Je n'ai rien mangé, j'ai juste tenu la tasse, regardant par la fenêtre la neige tomber sur le chemin des vignes. Le matin de Noël à Égalière, et j'étais prisonnier dans ma propre maison. Ou peut-être étaient-ils les prisonniers. Ils ne le savaient tout simplement pas encore. J'ai ouvert mon carnet Moleskine en cuir, le même que j'utilisais pour les notes de clients pendant 35 ans de gestion de portefeuille, et j'ai commencé à écrire. Pas un journal intime émotionnel, une documentation financière. Colonne 1, date. Colonne 2, montant. Colonne 3, objet. Juin 2019, contribution de mariage de 30 000 euros. Octobre 2022, investissement de 50 000 euros dans la start-up d'intelligence artificielle de Stéphane, qui a fait faillite en mars 2023. Novembre 2022 à aujourd'hui, 800 euros par mois pour les charges, l'assurance, les courses. 24 mois, 19 600 euros. Valeur locative de leur chambre d'amis. Conservativement, 2 500 euros par mois. 24 mois, 60 000 euros de manque à gagner locatif. Total 159 600 euros sur 5 ans, sans compter la maison d'1 million d'euros annulée. Mon stylo s'est arrêté sur le papier. Mon écriture est restée stable. Mémoire musculaire de décennies à signer des documents, examiner des relevés, marquer des corrections. J'ai ajouté une note finale. Retour sur investissement, humiliation. Mépris. Trahison. J'ai fermé le carnet. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres clarifient les choses. Mon esprit a vagabondé au cours de l'année écoulée, triant les souvenirs comme des dossiers. Janvier dernier, Manon me posant des questions sur les comptes de retraite, mentionnant la planification successorale, suggérant que je mette à jour mon testament. Mars, me demandant pourquoi je gardais une si grande maison. Quelque chose de plus petit ne serait-il pas plus pratique? Juillet, après que j'ai renversé du café chaud et me sois brûlé la main, elle n'a pas demandé si j'avais mal. Elle a demandé si j'avais envisagé un EHPAD, juste pour être en sécurité. Août, Stéphane se joignant à ces conversations, parlant de maximiser les actifs, la liquidité, de ne pas laisser la valeur immobilière inactive. Septembre, la discussion sur le don de la maison a commencé. Je pensais être généreux. Maintenant, je voyais les choses différemment. Il n'était pas reconnaissant du cadeau.
Ils étaient impatients. Il a fallu si longtemps pour l'arranger. Chaque souvenir a aiguisé quelque chose en moi. Ma fille ne s'était pas transformée du jour au lendemain. C'était progressif. La mort par 1000 petites trahisons. Au cours des 5 jours suivants, Manon a frappé 2 fois par jour. Le soir de Noël, le 26 décembre matin et soir, le 27. Chaque fois, sa voix est venue à travers le bois avec des excuses, des supplications, des promesses. « Papa, s'il te plaît. Pouvons-nous parler ? Stéphane est désolé. Il était juste ivre. Tu m'inquiètes. Dis-moi au moins que tu vas bien. » J'étais assis à 2 mètres de la porte à chaque fois, écoutant. Je n'ai jamais répondu. Pas une seule fois. Le silence était sa propre arme. La laisser s'inquiéter. La laisser ressentir l'incertitude. Le 27, la voix de Stéphane s'est jointe à la sienne, fanfaronnée sur la défensive. Allons, Jean. Ne sois pas dramatique. C'était une blague stupide. Tu vas vraiment garder rancune pour toujours ? Ma mâchoire s'est crispée, mais je suis resté silencieux comme la pierre. Après 10 minutes, ils sont partis. J'ai entendu Stéphane marmonner quelque chose de colère. Manon l'a fait taire. Il se fracturait. Bien. Cet après-midi-là, quand je les ai entendus partir, les portières de voiture claquant, le moteur démarrant, les pneus sur le gravier, je suis sorti de ma chambre. La maison semblait différente, plus silencieuse. Je suis allé à mon bureau et j'ai composé de mémoire. 3 sonneries. Jean, c'est toi ? La voix de Pierre Martin portait de la chaleur et de l'inquiétude. Nous nous connaissions depuis 1997. Pierre, j'ai besoin de prendre rendez-vous. Affaires professionnelles. Début janvier, si possible. Une pause. Pierre me connaissait assez bien pour entendre ce que je ne disais pas. Tout va bien ? J'ai jeté un coup d'œil à la porte fermée de ma chambre, à l'escalier, aux photographies sur le mur. Manon a 8 ans, les dents de lait manquantes et souriantes. Non, ai-je dit doucement. Tout ne va pas bien. Mais ça le sera. Nous avons fixé rendez-vous pour le 5 janvier. J'ai raccroché, sentant quelque chose de froid et de concentré s'installer dans ma poitrine. Pas de la rage, un but. Le 30 décembre a apporté le moment où tout s'est cristallisé. Mon téléphone a sonné. Bernard Lefebvre. Monsieur Dubois, je voulais juste confirmer que l'achat de la propriété du chemin des Prairies est officiellement retiré. Les vendeurs ont accepté l'annulation, bien qu'ils conservent votre acompte de 10 000 € comme stipulé dans le contrat. Je m'y attendais. Compris. Merci, Bernard. J'étais sur le point de raccrocher quand il a continué, presque en bavardant. Vous savez, c'est drôle. Stéphane m'a appelé la semaine dernière, avant que vous n'annuliez. Il m'a posé des questions intéressantes. Mon attention s'est aiguisée. Quel genre de questions ? Bernard a ri, inconscient. Oh, sur la valeur de revente, à combien se vendent les maisons comparables sur le chemin des Prairies ? Le temps moyen sur le marché, si une vente rapide pourrait signifier accepter un prix inférieur au prix demandé. J'ai pensé qu'il était juste curieux de l'investissement. Je n'y ai pas beaucoup pensé jusqu'à ce que... Il s'est interrompu, réalisant son erreur. La ligne est devenue silencieuse. Merci, Bernard, ai-je dit, la voix glaciale. C'est très éclairant. J'ai mis fin à l'appel, je suis resté parfaitement immobile dans mon fauteuil de bureau. Stéphane ne prévoyait pas de vivre dans la maison. Il prévoyait de la revendre, d'encaisser immédiatement, et Manon le savait. Elle devait le savoir. Quelque chose s'est fissuré en moi. Pas mon cœur qui se brisait, mais quelque chose de plus dur, se mettant en place. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait défiler jusqu'au fil de messages avec Pierre et j'ai tapé « Pourrions-nous avancer notre rendez-vous ? Le 2 janvier, si vous êtes disponible. » C'est urgent. La réponse est venue en quelques minutes. Mon bureau à 10 heures. J'y serai. J'ai passé le réveillon du Nouvel An comme j'avais passé Noël, seul dans ma chambre à relire des notes. En bas, j'ai entendu les bouchons de champagne claquer à minuit. Ça m'était égal. Je me préparais. La nouvelle année n'a apporté aucune célébration, seulement une clarté froide.
Le 5 janvier, j'ai quitté ma maison pour la première fois depuis la veille de Noël. 9h30 du matin. Le ciel de la couleur du vieil acier. J'ai conduit ma vieille Citroën 2CV sur le chemin des Vignes en direction des Galières, puis brièvement sur la 10 avant de sortir en direction de Tours. 19 minutes exactement. Le cabinet de Pierre occupait le 3e étage d'un immeuble en briques de la rue des Remparts. Martin et Associés, cabinet d'avocats, établi en 1987. La réceptionniste, Isabelle, que je connaissais depuis 15 ans, a eu un mouvement de surprise quand je suis entré. Monsieur Dubois, nous ne vous attendions pas avant. Elle a vérifié son ordinateur. Oh, vous êtes pile à l'heure. Allez-y. Pierre vous attend. J'ai parcouru le couloir familier, passant devant des diplômes encadrés et des certifications du barreau français jusqu'au bureau d'angle. Pierre s'est levé quand je suis entré, une inquiétude sincère sur son visage. Assieds-toi, Jean. Raconte-moi tout. J'ai ouvert mon carnet en cuir et je l'ai posé sur son bureau en acajou. Pendant les 40 minutes suivantes, j'ai présenté mon cas comme une déposition. Les faits seulement, un minimum d'émotion, l'historique financier, 30 000 € pour le mariage, 50 000 € pour la start-up échouée de Stéphane, 19 000 € de charges payées sur 24 mois, 60 000 € de manque à gagner locatif. Le changement de comportement de Manon, les questions sur la planification successorale, les suggestions d'EHPAD, l'accent croissant sur mes finances plutôt que sur mon bien-être. L'agression de Stéphane la veille de Noël, décrite cliniquement, la nature publique soulignée. La révélation de Bernard Lefebvre, les questions de Stéphane sur la valeur de revente rapide avant la signature. Pierre prenait des notes, posant des questions pointues. Avez-vous documenté l'annulation de la vente? Oui. Confirmation par email de Bernard. L'acompte de 10 000 €. Perdu selon les termes du contrat. Des témoins de l'incident de Noël? 12 invités. Quand j'ai fini, Pierre s'est adossé, a enlevé ses lunettes de lecture, s'est frotté l'arête du nez. Jean, cela relève de l'abus financier envers une personne âgée, une tentative de fraude. Il a fait une pause. Je ne veux pas qu'il soit arrêté. Pas encore. Je veux qu'il parte, légalement, proprement, définitivement, mais je veux contrôler le timing. Pierre a ouvert le tiroir de son bureau, en a sorti un épais dossier. Le Code civil français, section propriété et immobilier. Il m'a expliqué l'avis de départ de 30 jours pour les occupants sans titre. Pas de bail, pas de loyer payé, ils sont occupants sans titre. On peut les expulser avec un simple avis écrit. Aucune cause requise au-delà des droits de propriété. Il s'est penché en avant. Mais si tu veux que ça tienne, si tu veux éviter des contre-poursuites pour expulsion abusive ou coercition envers une personne âgée, nous avons besoin de documentation. Beaucoup de documentation. Il a proposé un plan. Obtenir l'historique de crédit de Stéphane légalement par des canaux légitimes auxquels Pierre avait accès dans le cadre d'une enquête potentielle pour abus financiers. Continuer à documenter les comportements. Attendre que les fausses excuses arrivent, et Pierre a prédit qu'elles arriveraient, puis frapper. Tu joues aux échecs, a dit Pierre. Il joue aux dames. Laisse-les faire leurs mouvements pendant que tu contrôles le plateau. Une dernière chose, ai-je ajouté. Je veux savoir exactement jusqu'où vont les dettes de Stéphane. Chaque carte, chaque prêt, chaque tentative désespérée d'obtenir de l'argent. Pierre a hoché la tête lentement. Je peux soumettre une demande via le service d'enquête de notre cabinet. C'est légal s'il y a une préoccupation légitime d'exploitation financière. Compte tenu de ce que tu m'as dit, nous avons des motifs. Donne-moi une semaine. 5 jours plus tard, le 10 janvier, j'étais dans mon bureau à examiner des documents d'impôt foncier quand un léger coup a été frappé à la porte. Papa, Stéphane et moi aimerions te parler, s'il te plaît. La voix de Manon, plus calme qu'avant. J'ai envisagé de les ignorer, mais le conseil de Pierre a résonné. Laissons-les montrer leur jeu. J'ai ouvert la porte. Manon avait l'air épuisé. Des cernes sombres, les cheveux tirés en arrière à la hâte. Stéphane se tenait derrière elle, arborant une expression que je reconnaissais de nombreuses réunions d'affaires. La contrition répétée. Entrez, ai-je dit d'un ton neutre. Ils sont entrés prudemment, comme des animaux approchant d'un piège. Jean, je te dois d'énormes excuses. Le discours de Stéphane était fluide.
Répétez. Ce que j'ai fait la veille de Noël était inexcusable. J'avais trop bu, j'étais stressé par le travail, et j'ai complètement perdu la perspective. C'était censé être une blague, une terrible, horrible blague. Mais je vois maintenant à quel point c'était blessant. Manon a ajouté, « Papa, nous nous sentons tous les deux horriblement mal. » Stéphane sait qu'il a franchi une ligne. Nous nous sommes inquiétés à mort pour toi. Je les ai observés. Les mains de Manon se tordaient. Une anxiété sincère. Les yeux de Stéphane ne cessaient de se tourner vers mon bureau, vers mon visage, cherchant une réaction. J'ai laissé le silence s'étirer. 20 secondes. 30. J'apprécie que tu dises ça, Stéphane. J'ai besoin de temps pour digérer tout ce qui s'est passé. Le soulagement de Stéphane était visible. Bien sûr, prends tout le temps dont tu as besoin. Nous voulons juste que tu saches à quel point nous sommes désolés. Il y a eu une pause. Puis, Stéphane, incapable de se retenir. La situation de la maison. Est-ce quelque chose dont nous pourrons encore discuter? Quand tu seras prêt. Voilà. Je pensais, la vraie raison. On verra. Comme je l'ai dit, j'ai besoin de temps. Ils sont partis. J'ai immédiatement pris des notes. 10 janvier. 10h15. Tentative d'excuse. Préoccupation principale de Stéphane, statut du don de la maison. A utiliser les mots, inexcusable, stressé par le travail. Mensonge. Il n'a pas de travail. A demandé pour la maison en moins de 3 minutes. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis devenu invisible dans ma propre maison. J'ai appris leurs habitudes. Stéphane partant vers 10h la plupart des matins, soi-disant pour la salle de sport. Manon travaillant de la maison, prenant des appels dans la cuisine de 14h à 16h. Je me déplaçais quand il ne le faisait pas, récupérais le courrier, vérifiais le bureau, observais. J'ai fouillé les poubelles. Pas les ordures de la cuisine, trop évident, mais les bacs de recyclage à l'extérieur, le sac du destructeur de papier. La poubelle de la salle de bain de Manon. J'ai trouvé un relevé du Crédit Agricole daté du 12 janvier. Paiement minimum 485 €. Mention, en retard. Une facture froissée de l'opérateur téléphonique. Service suspendu, 327 € dû. J'ai tout photographié, créé des dossiers datés, envoyé des copies par email à mon compte sécurisé. Le 18 janvier, j'ai entendu Stéphane au téléphone dans la chambre d'amis, la voix basse, mais audible. Je sais. La signature a été retardée. C'est temporaire. Non, il va bien. Juste vieux et têtu. Écoute, une fois qu'on aura réglé ça, j'aurai accès à des liquidités. Je te le promets. Pause. Comment ça, dernière chance? Donne-moi jusqu'à fin février, s'il te plaît. Pause plus longue. Antoine, je suis solvable. Est-ce que je ne t'ai jamais remboursé? Apparemment, Antoine n'était pas d'accord. D'accord. Fin février, tu auras tes 15 000. Clic. Je suis retourné à mon bureau, j'ai pris une note. 18 janvier. 14h40. Appel téléphonique. Non, Antoine. Montant du 15 000 €. Menace implicite. Date limite fin février. Stéphane prétend que des liquidités arrivent bientôt. Il pensait toujours que le don de la maison allait se faire, juste retardé. Le 25 janvier, une enveloppe FedEx est arrivée au bureau de Pierre, à mon attention. J'ai conduit pour la récupérer, j'ai signé pour réception. De retour dans ma voiture, garée sur le parking, je l'ai ouverte. 33 pages. Page 1. Stéphane David Leclerc. Date de naissance, 14 août 1997. Adresse actuelle, ma maison. Score de crédit, 542. Faible. J'ai lu méthodiquement. Cette carte de crédit, tout à 95 à 100% d'utilisation. Visa premier 22 000 € de solde, 22 000 € de limite. Mastercard Gold 15 000 €. CTLM 18 000 €. Sofinco 12 000 €. Total 85 000 €.
2 prêts personnels. 15 000 € à 24% de TAEG. 12 000 € à 21%. Service de la dette mensuelle d'environ 3 200 €. Revenus actuels, 0. La page 17 m'a fait tressaillir. Demande de crédit récente. Prêt hypothécaire. Crédit agricole. Date de la demande 18 novembre 2024, refusé. Adresse de la propriété, 47 chemin des Vignes, Égalière. Stéphane a essayé d'emprunter sur ma maison il y a 2 mois alors qu'il vivait sous mon toit, alors que je prévoyais de leur faire don d'une propriété d'1 million d'euros. Je suis resté assis sur le parking, le soleil d'hiver traversant le pare-brise. Je ne me sentais pas en colère, je me sentais justifié, chaque soupçon confirmé, chaque doute effacé. Je suis rentré chez moi, j'ai placé le rapport dans le tiroir verrouillé de mon bureau à côté du carnet. Le verrou a cliqué avec un son solide et final. La preuve était complète. Maintenant venait le règlement de compte. Le début de février est arrivé avec l'hiver qui tenait toujours Égalière. J'avais passé les derniers jours de janvier à examiner mes preuves, m'assurant que rien n'était négligé. Le 5 février, Bernard a officiellement notifié aux acheteurs potentiels que l'affaire du chemin des Prairies était annulée. 2 jours plus tard, les conséquences sont arrivées. Stéphane a récupéré le courrier vers 11 h. Je l'ai entendu dehors, puis ses pas revenant. Une pause, puis un mouvement plus rapide, presque en courant à l'intérieur. 3 minutes plus tard, la porte de mon bureau s'est ouverte en claquant sans qu'on frappe. Stéphane se tenait dans l'embrasure, Manon derrière lui, tous deux ayant l'air d'avoir vu quelque chose de terrible. Il agitait une lettre recommandée avec accusé de réception comme une arme. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai enlevé lentement mes lunettes de lecture, je les ai posées sur le bureau. « Je suppose que vous avez reçu l'avis concernant l'annulation de l'achat de la maison. J'ai informé Bernard en décembre. » Stéphane s'est avancé agressivement. Cette lettre dit que nous devons 15 000 € à des gens que nous n'avons jamais rencontrés pour une maison que nous n'avons jamais eue. J'ai gardé ma voix égale. Vous devez cet argent parce que l'annulation a créé des dommages financiers pour des tiers innocents. C'est ainsi que fonctionnent les contrats. Les yeux de Manon se sont remplis de larmes. Papa, comment as-tu pu ? Nous nous sommes excusés. Nous avons essayé de réparer les choses et tu as juste détruit notre avenir pour une seule erreur. Je me suis levé lentement, délibérément. Une seule erreur. C'est comme ça qu'on appelle la veille de Noël. Intéressant. La voix de Stéphane s'est élevée. J'étais ivre. Je me suis excusé. Tu vas vraiment garder rancune pour toujours pour une blague stupide ? Ce n'était pas une blague, ai-je dit. Et ce n'était pas juste cette nuit-là. Mais discutons-en. Je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai ouvert le tiroir verrouillé, j'ai sorti un dossier manille. À l'intérieur, des emails imprimés, des notes manuscrites, des sections surlignées. Stéphane, te souviens-tu d'avoir parlé avec Bernard Lefebvre le 20 décembre ? 4 jours avant Noël, 4 jours avant que tu me verses des ordures dessus. L'assurance de Stéphane a vacillé. Je ne. De quoi parles-tu ? J'ai lu les notes, mot pour mot. Conversation entre Bernard Lefebvre et Stéphane Leclerc. 20 décembre 2024, 15h45. Stéphane s'est enquis des valeurs de revente pour les propriétés sur le chemin des Prairies. A spécifiquement demandé, quel est le prix de vente réaliste si nous voulions bouger rapidement, comme dans les 3 mois suivant la signature ? A également demandé la durée moyenne de mise en vente, si les ventes rapides nécessitent généralement des réductions de prix, et si 850 000 € seraient réalisables pour une transaction rapide. J'ai levé les yeux. La maison était évaluée à 1,05 million d'euros. Tu prévoyais de la vendre pour 850 000 € immédiatement, une perte de valeur de 200 000 €. Où allait cet argent, Stéphane ? La pièce est devenue silencieuse. Manon s'est tournée vers lui, le visage pâle. Tu allais la vendre ? La maison que papa nous donnait ? Le visage de Stéphane s'est empourpré. Et alors ? Une fois que c'est à nous, on peut en faire ce qu'on veut. C'est ça, la propriété. Mon sourire était froid sur mon visage. Sauf que ça n'allait jamais être à vous. C'était un cadeau fait de bonne foi, basé sur la confiance que vous avez violée avant même de le recevoir.
C'est ridicule, a bafouillé Stéphane. Tu ne peux pas retenir des questions préliminaires contre. Des questions préliminaires sur la façon de revendre un cadeau pour 200 000 € de moins que sa valeur? Ai-je interrompu? Ce n'était pas de la curiosité, Stéphane. C'était un plan. La voix de Manon tremblait. Papa, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas simplement recommencer? Nous rembourserons les 15 000 € d'une manière ou d'une autre. Nous allons arranger ça. J'ai secoué la tête. J'ai sorti un autre document du dossier. Le rapport de crédit, les sections signalées visibles. Il y a plus, Manon. Des choses que tu ne sais pas sur ton mari. J'ai placé le document sur le bureau entre nous. Le 18 novembre 2024, Stéphane a demandé un prêt hypothécaire auprès du Crédit Agricole. La garantie, cette maison, ma maison, celle qu'il ne possède pas. La demande indiquait cette adresse, prétendait un intérêt de propriété et demandait 200 000 € de crédit disponible. La main de Manon est allée à sa bouche. Ce n'est pas. Ça ne peut pas être. La banque l'a refusé, évidemment, une fois qu'ils ont vérifié les titres de propriété, mais la tentative a été faite. Stéphane a essayé d'emprunter de l'argent contre ma propriété sans ma connaissance ni mon consentement. J'ai regardé Stéphane. C'est de la fraude. C'est un crime. Manon s'est tournée vers lui, les yeux écarquillés. Stéphane, dis-moi que ce n'est pas vrai. Il a balbutié. Ce n'était pas. Je veux dire, je pensais qu'une fois que nous aurions la maison, je pourrais. C'était juste une recherche préliminaire. Ces mots se sont évanouis. J'ai placé le document sur le bureau avec un soin délibéré. Tu as prévu de revendre mon cadeau pour de l'argent afin de couvrir tes dettes. Quand ça n'a pas fonctionné assez vite, tu as essayé d'utiliser frauduleusement ma maison comme garantie de prêt. Et quand je me suis opposé à être traité comme une ordure, littéralement, tu m'as traité de dramatique. Je me suis rassis. Le don est annulé, définitivement. Je vous suggère de trouver comment gérer cette lettre d'avocat par vous-même. 5 secondes de silence. Puis Stéphane a explosé. Espèce de vieil homme moralisateur. Nous avons renoncé à 2 ans de notre vie dans cette prison, à prendre soin de toi, à gérer tes plaintes, tes problèmes. Nous l'avons mérité, cette maison. Ma voix a coupé comme de la glace. Vous avez vécu sans loyer dans une maison de 2,3 millions d'euros. J'ai payé vos factures. Vous n'avez rien mérité. Stéphane s'est jeté en avant, pas pour attaquer, mais de manière agressive. Intimidante. Tu penses que tu peux nous avoir comme ça? Tu penses qu'il n'y a pas de conséquences? On va te poursuivre pour tout ce que tu as. Je n'ai pas bronché. Pourquoi? Avoir annulé un cadeau que j'étais libre de donner ou de refuser. Faites-vous plaisir. J'ai un excellent avocat. Tu le regretteras, a sifflé Stéphane. Je m'en assurerai. Est-ce une menace? Je devrais documenter ça. Manon sanglotait. Papa, s'il te plaît. Je sais que Stéphane a fait des erreurs. Je sais que nous en avons fait tous les deux, mais nous sommes une famille. Ça ne veut rien dire? J'ai regardé ma fille. Pendant un moment, mon expression s'est adoucie, mais seulement légèrement. Ça voulait tout dire, Manon. C'est pour ça que ça fait mal. Mais la famille ne complote pas, ne fraude pas et ne s'humilie pas mutuellement. On peut arranger ça, a-t-elle plaidé. On peut réparer les choses. Donne-nous juste une chance. Je me suis dirigé vers la porte, je l'ai ouverte en grand. Cette conversation est terminée. Je n'ai plus rien à vous dire. Ils sont restés là, abasourdis. Manon a tiré sur le bras de Stéphane. Alors qu'ils se dirigeaient vers la porte, je leur ai lancé une dernière chose. Commencez à chercher des appartements. Vous ne resterez pas ici beaucoup plus longtemps non plus. La porte s'est refermée derrière eux avec un clic décisif. La fin de février est passée dans un silence glacial. Stéphane et Manon sont restés dans leur chambre, n'en sortant que pour les nécessités. J'entendais des disputes à travers les murs, leur voix tendue de panique et de rage. Manon pleurant tard dans la nuit. Les appels téléphoniques en colère de Stéphane essayant de trouver des avocats.
3 avocats ont refusé son cas une fois qu'ils ont appris que Pierre Martin me représentait. Début mars, j'ai senti que Stéphane essaierait quelque chose de désespéré. J'avais raison. Le 5 mars, à 14h17, quelqu'un a appelé les services sociaux départementaux, cellule de recueil des informations préoccupantes, CRIP. La voix était masculine, trentenaire, légèrement nerveuse. J'appelle au sujet d'un homme âgé qui m'inquiète. Jean Dubois, 65 ans, vit sur le chemin des Vignes à Égalières. Je suis un voisin. Il agit étrangement, donnant des ordres contradictoires sur sa propriété, parlant d'annuler des transactions financières majeures auxquelles il s'était déjà engagé. Il semble confus. Je crains que quelqu'un ne profite de lui, ou qu'il ait un début de démence. L'agent d'accueil a pris des notes. Pouvons-nous vous joindre pour un suivi? Je préférerais rester anonyme. Je ne veux pas de drame de voisinage. Mais s'il vous plaît, quelqu'un devrait l'évaluer. Il ne pense clairement pas droit. L'appel s'est déconnecté. Pierre m'a téléphoné ce soir-là. Ils enverront probablement quelqu'un dans les 3 jours ouvrables. Protocole standard. Quand ils arriveront, sois coopératif. Accepte toute évaluation qu'ils proposent. Tu t'en sortiras bien. 3 jours plus tard, le 8 mars, 10h30 du matin, on a sonné à ma porte. Je m'y attendais. J'ai ouvert la porte pour trouver une femme d'une quarantaine d'années, tenue professionnelle, badge d'identification plastifié visible. Monsieur Dubois, je suis Valérie Rousseau des services sociaux. Je m'excuse d'arriver à l'improviste. Nous avons reçu un appel d'inquiétude concernant votre bien-être. Puis-je entrer? J'ai ouvert la porte plus grand. Bien sûr, je vous en prie. Nous nous sommes assis dans le salon. Elle a expliqué. Quelqu'un a signalé des inquiétudes concernant de la confusion, des décisions immobilières irrationnelles, un déclin cognitif potentiel. Je dois demander, vous sentez-vous sous pression ou exploité par quelqu'un dans votre vie? J'ai presque souri. Tout le contraire. J'ai récemment découvert que des membres de ma famille tentaient de profiter de moi. J'ai pris les mesures légales appropriées. Apparemment, quelqu'un n'a pas aimé ça. Elle a hoché la tête pensivement. Seriez-vous prêt à participer à un bref dépistage cognitif juste pour documenter que vous êtes capable de prendre vos propres décisions? Absolument. J'y insiste. Madame Rousseau a sorti un porte-bloc avec des formulaires imprimés. C'était un examen standard, maximum de 30 points. Elle a commencé les questions. Date, jour, saison, pays. J'ai répondu correctement à tout. Test de mémoire, calcul mental, exercice de langage. 23 minutes plus tard, elle a posé son porte-bloc. Monsieur Dubois, vous avez obtenu 29 sur 30. C'est excellent pour n'importe quel âge. Vous êtes bien au-dessus du seuil d'inquiétude. Et la personne qui a appelé? Son expression s'est légèrement durcie. Entre nous, la plainte semble avoir été malveillante. Quelqu'un voulait vous créer des problèmes. Je clôt ce dossier et je le note dans mon rapport. Elle s'est levée, m'a serré la main. Vous êtes clairement très vif, monsieur Dubois. Bonne chance avec votre situation familiale. Après son départ, j'ai envoyé un SMS à Pierre. Visite CRIP terminée. Score 29/30e. Dossier clos. Passez à la phase suivante. 4 jours plus tard, le 12 mars, 16h, je me tenais au bas de l'escalier. Stéphane, Manon, s'il vous plaît, venez au salon. Nous devons discuter de votre situation de logement. Silence pendant 30 secondes, puis des pas. Ils sont apparus en haut des escaliers, sont descendus lentement. Le visage de Stéphane était sur ses gardes. Manon avait l'air épuisé. Ils se sont assis sur le canapé. J'ai pris mon fauteuil en cuir en face d'eux, tenant un document dans un dossier. Je serai bref. Il y a 5 jours, quelqu'un a appelé les services sociaux en prétendant que j'étais mentalement incompétent. La plainte était anonyme, mais mon avocat l'a retracée. J'ai regardé directement Stéphane. Le téléphone jetable a été acheté à la pharmacie de la rue des Remparts à Tours le 4 mars. La vidéo de surveillance montre l'acheteur. Les relevés de carte de crédit confirment l'identité. C'est toi, Stéphane. Stéphane a commencé à protester.
Ce n'est pas. Je n'ai pas. J'ai levé une main. S'il te plaît, n'insulte pas notre intelligence à tous les deux. Une assistante sociale m'a rendu visite. J'ai passé une évaluation cognitive. J'ai obtenu un score dans le 97e centile. Le dossier a été clos et signalé comme malveillant. J'ai ouvert le dossier, j'ai sorti le document, je l'ai posé sur la table basse entre eux. Ceci est un avis de départ préparé par mon avocat conformément au Code civil français. Vous êtes des occupants sans titre dans ma propriété. Je mets fin à cette occupation. Vous avez 30 jours à compter d'aujourd'hui pour quitter les lieux. Votre date limite est le 15 avril 2025 à 17 h. 3 secondes de silence. Puis Stéphane a explosé. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons des droits. Tu ne peux pas nous jeter dehors sans motif. Je le peux et je le fais. La loi française est claire. Vous ne payez pas de loyer. Vous n'avez pas de bail. Je veux récupérer ma propriété. C'est un motif suffisant. La voix de Manon s'est brisée. Papa, s'il te plaît. Où sommes-nous censés aller? Nous n'avons pas d'argent, pas d'économie, nulle part où vivre. Vous avez eu 30 jours depuis notre discussion de février pour vous préparer. Ça fait 60 jours au total. La plupart des gens n'ont pas autant de préavis. Stéphane, désespéré maintenant. On va contester ça. On va t'emmener au tribunal. On va te poursuivre pour expulsion abusive, abus de personnes âgées, coercition. Mon sourire froid est revenu. Faites donc. Mon avocat présentera les preuves de votre tentative de fraude, de votre demande de prêt utilisant ma propriété comme garantie, de votre plan pour revendre mon cadeau pour de l'argent, et maintenant de votre abus des services sociaux pour me harceler. Quel juge pensez-vous qu'il prendra votre parti? Stéphane s'est levé, a fait les 100 pas, les mains en poing. C'est de la folie. Tu détruis ta propre famille pour de l'argent. Pas pour de l'argent, pour le respect, pour l'honnêteté, pour la décence humaine de base. Vous aviez les trois à votre disposition. Vous avez choisi différemment. Manon a essayé une fois de plus. Il doit y avoir un autre moyen. J'ai secoué la tête. L'avis est signifié. 30 jours. Si vous n'êtes pas parti le 15 avril, je déposerai une demande d'expulsion au tribunal d'instance. L'huissier de justice vous fera sortir. Je préférerais éviter cet embarras, mais le choix vous appartient. Je me suis levé, je me suis dirigé vers les escaliers, par-dessus mon épaule. Je vous suggère de commencer à faire vos cartons. Stéphane a crié quelque chose après moi. Je n'ai pas répondu, j'ai juste continué à monter les escaliers, chaque pas délibéré et final. Derrière moi, j'ai entendu Manon pleurer doucement. Le reste de mars est passé dans un silence intense. Stéphane a passé des appels désespérés à des avocats. Tous ont refusé. Manon a cherché des appartements en ligne, mais leur crédit et leur manque de revenus leur ont fermé toutes les portes. Avril est arrivé avec le dégel printanier et une angoisse croissante. Le 15 approchait. Le 2 avril, j'ai récupéré le courrier dans la boîte aux lettres au bout de mon allée. Matin clair, les crocus perçant les dernières plaques de neige. Henri Lambert, mon voisin de 70 ans de 2 maisons plus loin, promenait son Golden Retriever. Jean, comment vas-tu? On ne t'a pas beaucoup vu dehors ces derniers temps. Nous avons échangé des banalités. Puis Henri a baissé un peu la voix. Et, j'ai vu ton gendre la semaine dernière, jeudi soir, au bistrot des Arts sur la rue de la Paix. Tu connais l'endroit? J'ai hoché la tête. Henri a bougé mal à l'aise. Il était avec une femme, pas Manon. Une rousse, plus jeune. Ils étaient assis assez près. Très près, se tenant la main sur la table. Il s'est raclé la gorge. Probablement rien. Peut-être une associée, mais j'ai pensé que tu devrais le savoir au cas où. J'ai gardé une expression neutre. Merci, Henri. J'apprécie que tu m'en aies parlé. Il a semblé soulagé, a continué sa promenade avec son chien. Je suis resté là, le courrier à la main, traitant l'information. Une autre pièce tombant en place. Je suis allé directement à mon bureau et j'ai appelé Pierre. J'ai besoin d'un détective privé. Surveillance. Stéphane Leclerc.
J'ai besoin de photographie. 3 jours plus tard, j'ai conduit jusqu'à un petit café à Tours. Calme. J'ai rencontré Chloé Morel. La vingtaine, blazer noir sur un t-shirt de groupe, des yeux vifs derrière des lunettes à monture métallique. Pierre nous avait mis en contact. J'ai commandé un café noir. Merci de me rencontrer. Elle a ouvert un carnet de journaliste. Pierre a dit que vous aviez des informations sur une fraude financière dans la région. Ça m'intéresse. J'ai glissé une enveloppe manie sur la table. À l'intérieur, des rapports de crédit avec les noms masqués mais les détails visibles. Des relevés bancaires montrant la start-up échouée, les demandes de prêts, la documentation des dettes s'élevant à plus de 130 000 €. Des références à des frais contestés sur des sites de jeux en ligne. Il y a un individu dans la région, je ne le nommerai pas, qui a monté une arnaque à l'investissement. Ses yeux se sont écarquillés en examinant les documents. C'est du solide. Pourquoi m'apporter ça? Parce que les gens devraient savoir. Parce qu'il a blessé des gens et parce que la vérité compte. Je me suis levé. Une dernière chose. Il a l'habitude de manipuler les personnes âgées pour un gain financier. Ce n'est pas dans les documents, mais c'est vrai. Je suis parti avant qu'elle ne puisse poser plus de questions. Le 12 avril est arrivé. L'édition en ligne de la Nouvelle République a été mise en ligne à 6 heures. À 7 heures, j'ai entendu le téléphone de Stéphane sonner en bas, encore et encore. L'édition imprimée est arrivée à 8 heures. J'ai récupéré mon exemplaire, l'ai déplié sur la table du petit déjeuner. Page 3. Un fondateur de start-up locale fait face à 130 000 € de dettes. Des questions sur le jeu soulevé. Par Chloé Morel. L'article était dévastateur. Stéphane n'était pas nommé, mais les détails étaient sans équivoque. Un résident local qui a fondé une start-up technologique en 2022. A pris des investissements de sa famille. A continué à se présenter comme un entrepreneur actif tout en accumulant une dette massive. Des tentatives inhabituelles d'obtenir un prêt en utilisant une propriété n'appartenant pas au demandeur. À 9 heures, la voix de Manon est venue d'en bas, frénétique. As-tu vu ça? As-tu vu ce qu'ils ont écrit? La réponse de Stéphane était inaudible. L'après-midi, 3 voitures différentes ont ralenti devant la maison. Des voisins curieux. La honte publique avait commencé. 2 jours plus tard, le 14 avril, 6h30 du matin. Le détective de Pierre avait livré des photographies. Stéphane et une rousse au bistrot des Arts. 1er avril, 19h45. Plusieurs clichés. Se tenant la main, Stéphane l'embrassant sur la joue. J'ai sélectionné la photo la plus accablante, je l'ai imprimée sur du papier photo de haute qualité chez Bureau Vallée, je l'ai placée dans un cadre standard. Ce matin-là, pendant qu'il dormait, j'ai placé la photographie encadrée sur la table de la cuisine, légèrement décentrée où elle serait immédiatement visible. À 7h45, les pas de Manon sont descendus. Sa routine matinale, le café d'abord. La porte de la cuisine s'est ouverte. 10 secondes de silence, puis un halètement. Stéphane. Stéphane, descends ici tout de suite. Les cris ont commencé. Qui est-ce? Qui est-elle? Stéphane, groggy. De quoi parles-tu? Ça. Cette photo. C'est toi. C'est toi avec une autre femme? Un fracas. Le cadre heurtant le sol. D'où ça vient? Ce n'est pas. Ne me mens pas. Je vois la date. 1er avril. Tu m'as dit que tu avais un dîner d'affaires. La dispute s'est envenimée. Des objets se brisant, des meubles raclant, Manon sanglotant, Stéphane criant des dénégations qui se sont dissoutes en faibles justifications. Le mariage est mort dans ma cuisine. J'ai écouté dans sans expression. Le 15 avril est arrivé. Le matin, la maison était étrangement silencieuse. Vers 11 heures, Stéphane est apparu en haut des escaliers, un sac de sport à la main. Le visage hagard, mal rasé, les yeux rouges. Il m'a vu dans le salon, s'est arrêté. Nous nous sommes regardés. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Qu'y avait-il à dire? Je n'ai pas rompu le silence. Après 30 secondes, il est descendu,
s'est dirigé vers la porte d'entrée, l'a ouverte, s'est arrêté, a regardé en arrière. J'ai rencontré son regard, l'expression inchangée. Il est parti. La porte s'est refermée avec un clic doux. 20 minutes plus tard, Manon est sortie de la chambre d'amis. Elle avait l'air anéantie, le visage bouffi, les yeux gonflés. Les mêmes vêtements que la veille. Elle est descendue lentement, chaque pas un effort. « Papa, je suis tellement désolé pour tout. Je demande le divorce. Je sais que je ne mérite pas de demander, mais pourrais-je rester ici? Juste un peu plus longtemps, jusqu'à ce que je trouve un endroit. » Elle pleurait. « Je n'ai nulle part où aller. Je paierai un loyer. Je ferai tout ce que tu demanderas, s'il te plaît. » Je me tenais à la porte de mon bureau, les bras croisés, l'étudiant. Ma fille. Qui a choisi un criminel plutôt que son père? Qui a souri quand j'ai été humilié? Qui n'était là maintenant que parce qu'elle n'avait pas d'autres options? Est-ce du remords ou du désespoir? Finalement, viens dans mon bureau. Nous devons discuter des conditions. 24 heures après le départ de Stéphane, Manon a frappé à la porte de mon bureau. Elle avait pris une douche, changé de vêtements, avait l'air légèrement plus composée. Tu as dit que nous devions discuter des conditions. Je suis prête. J'ai fait un geste vers la chaise en face de mon bureau. La même chaise où les clients s'asseyaient autrefois. Distance professionnelle maintenue. Si tu restes ici, tu n'es plus ma dépendante. Tu es une locataire. Cela signifie un loyer. 500 € par mois. Le premier de chaque mois. Elle a hoché la tête rapidement. Je peux le faire. Je trouverai un travail. J'ai levé la main. Tu paieras tes propres charges, ton téléphone, ton assurance auto, ton assurance santé si tu peux te le permettre. Je ne recevrai pas de facture à ton nom. D'accord. Oui. Tu suivras une thérapie familiale hebdomadaire avec un thérapeute agréé. J'ai déjà compilé une liste de professionnels qualifiés. Tu en choisiras un et me fourniras la confirmation de tes rendez-vous. Elle a cligné des yeux. Une thérapie? Oui. J'ai besoin de savoir que tu comprends ce qui n'a pas fonctionné, comment tu t'es laissé manipuler, comment tu peux l'éviter à l'avenir. Sa voix était faible. Je le ferai. Je me suis adossé. Ce ne sont pas des conditions négociables. Si tu manques un loyer, tu pars. Si tu sautes une thérapie, tu pars. Si tu amènes Stéphane dans ma maison ou si tu lui fournis un soutien, financier ou autre, tu pars immédiatement. Sommes-nous clairs? Elle a hoché la tête, des larmes se formant. Parfaitement clair. Merci, papa. Merci de me donner une autre chance. Je n'ai pas souri. Ne me remercie pas encore. Prouve que tu la mérites. Les 2 premières semaines d'avril ont été une période d'essai. Manon est restée dans la chambre d'amis, discrète, a commencé à chercher du travail en ligne. J'ai observé attentivement les signes de manipulation par rapport à un changement sincère. Le 1er mai, elle m'a apporté un chèque personnel numéro 101, premier chèque d'un nouveau compte. 500 €, signé et daté. Je l'ai examiné professionnellement, j'ai hoché la tête, j'ai sorti le carnet de reçus que j'avais acheté chez Bureau Vallée spécifiquement à cet effet. Merci. Loyer reçu pour mai. J'ai rempli un reçu, l'ai détaché, le lui ai remis. La formalité renforçait tout. Le 8 mai, une lettre recommandée avec accusé de réception est arrivée. J'ai signé pour la recevoir, je l'ai emportée dans mon bureau. Leclerc contre Dubois, tribunal judiciaire de Tours, division civile. J'ai lu les revendications avec un amusement croissant. Rupture de contrat verbal. Stéphane prétendait que ma promesse de la maison était juridiquement contraignante. Enrichissement sans cause. Il évaluait sa compagnie et son aide ménagère à 50 000 € par an. Restitution de l'investissement, il voulait récupérer l'argent de sa start-up. J'ai appelé Pierre. Tu vas apprécier ça. J'ai lu des passages à voix haute. Son rire est venu à travers le téléphone. Compagnie et aide ménagère? Il t'a versé des ordures sur la tête. C'est futile. N'importe quel étudiant en première année de droit pourrait le faire rejeter. Donc, nous assisterons à l'audience.
Absolument. Je veux regarder cette affaire mourir devant un juge. 15 juin. Note-le dans ton calendrier. Ce sera divertissant. 4 jours plus tard, Manon a officiellement déposé une demande de divorce au tribunal judiciaire de Tours. Rupture irrémédiable du lien conjugal. Adultère. Mais a continué. Manon a payé le loyer à temps. A assisté à la thérapie tous les mercredis à 16 h. J'ai vérifié les rendez-vous avec le cabinet du docteur Sophie Martin. 90 minutes plus tard, sa voiture revenait. Le 18 mai, Manon a préparé le dîner pour la première fois depuis son enfance. Poulet rôti, légumes du soleil, une salade simple. Elle a mis la table avec soin, a utilisé la belle vaisselle. Nous avons mangé en silence pendant plusieurs minutes. Finalement, elle a posé sa fourchette. Papa, je dois dire quelque chose. De vraies excuses, pas comme avant. J'ai continué à couper mon poulet. Je n'ai pas levé les yeux. Pendant des années, Stéphane m'a dit que tu étais égoïste. Que tu avais plus d'argent que nécessaire et que tu devrais nous aider davantage. Que les parents qui réussissent devaient à leurs enfants un coup de pouce. J'ai commencé à te voir comme un obstacle, une ressource à gérer, pas une personne à aimer. Sa voix s'est brisée. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Quand j'ai arrêté de demander comment tu allais et que j'ai commencé à poser des questions sur tes plans financiers. Quand j'ai arrêté de rendre visite parce que je le voulais et que j'ai commencé à rendre visite parce que Stéphane disait que nous devions maintenir la relation. J'ai tellement honte. J'ai posé mon couteau et ma fourchette, je l'ai regardé, j'ai attendu. Le réveillon de Noël. Quand Stéphane a fait ça, j'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû partir avec toi. Au lieu de ça, j'ai souri. Je l'ai laissé t'humilier parce qu'une terrible partie de moi pensait que tu le méritais pour avoir annulé le don. Elle pleurait maintenant. Quel genre de personne pense ça? Je ne sais pas si tu pourras jamais me pardonner. Je ne suis pas sûr de pouvoir me pardonner moi-même, mais j'essaie de comprendre comment je suis devenu cette personne. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je ferai la thérapie, paierai le loyer, tout ce que tu demanderas. Parce que j'ai besoin de comprendre comment redevenir ta fille. J'ai été silencieux pendant un long moment. C'est la chose la plus honnête que tu m'aies dite depuis 1 an. Peut-être plus longtemps. Elle a levé les yeux, pleine d'espoir. J'ai légèrement secoué la tête. Mais les mots sont faciles, Manon. Le changement est difficile. Continue d'aller en thérapie. Continue de payer ton loyer. Montre-le-moi par des actes, pas par des excuses. Elle a hoché la tête. Je le ferai. Je te le promets. Fin de soirée, le 25 mai, je lisais dans mon bureau quand des coups ont résonné dans la maison. Agressif, répété, désespéré. J'ai regardé ma montre. Presque 23 heures. Je suis descendu, j'ai vérifié par le Judas. Stéphane était sur le porche, titubant, le poing levé pour frapper à nouveau. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la moustiquaire fermée. Il est tard, Stéphane. Tu dois partir. Ses yeux étaient injectés de sang, son élocution pâteuse. Besoin de parler à Manon. C'est ma femme. Tu peux pas m'empêcher de voir ma femme. Elle a demandé le divorce. Elle ne veut pas te voir. C'est de ta faute. Tu l'as montée contre moi. Sa voix s'est élevée. Manon. Une lumière s'est allumée à l'étage. J'ai entendu sa porte s'ouvrir. Reste en haut, Manon. Il s'en va. Sa voix, effrayée. Stéphane, rentre chez toi. S'il te plaît. Tu vois, elle va me parler. Ma voix s'est durcie. Non. Tu es ivre. Tu es sur ma propriété sans y être invité. Par où j'appelle la police. Le visage de Stéphane s'est contracté. Tu crois que t'as gagné? Tu crois que c'est fini? Je vais dire à tout le monde ce que tu as fait. Les journaux, comment tu nous as manipulés, détruits par dépit. Ma voix était douce, presque gentille. Vas-y, Stéphane. Dis-leur. Dis-leur comment tu as versé des ordures sur la tête d'un homme âgé pendant le réveillon de Noël. Dis-leur comment tu as essayé de revendre une maison cadeau pour de l'argent afin de couvrir des dettes de jeu.
Dis-leur comment tu as tenté d'utiliser frauduleusement ma maison comme garantie de prêt. Dis-leur comment tu as trompé ta femme. S'il te plaît, ça va certainement t'attirer la sympathie. Son visage s'est vidé de sa couleur. Le combat l'a quitté. Il a reculé en titubant du porche. C'est pas. Tu peux pas. J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée, je suis retourné à mon bureau. Par la fenêtre, je l'ai regardé trébucher jusqu'à sa voiture, chercher ses clés, s'éloigner en zigzags instables. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le numéro non urgent de la police, j'ai signalé un conducteur probablement en état d'ivresse, j'ai fourni la description du véhicule et la direction, puis je suis retourné à mon livre. Les 2 premières semaines de juin sont passées tranquillement. Manon a payé le loyer, a continué la thérapie, a commencé son travail à la médiathèque. Puis le 15 juin est arrivé. Pierre est venu me chercher à 9 heures. Prêt à regarder une affaire imploser. Prêt. Nous avons conduit jusqu'au tribunal judiciaire de Tours. À l'intérieur, sécurité, détecteur de métaux, l'odeur familière des palais de justice. 3e étage, salle d'audience 3B. La salle d'audience de la juge Isabelle Duval était utilitaire. Boiserie, sceau de l'état derrière le banc, éclairage fluorescent. Stéphane et maître Marc Durand étaient déjà assis à la table du demandeur. Stéphane portait un costume mal ajusté, probablement emprunté. Il avait l'air maigre, hagard. Quand je suis entré, ses yeux m'ont suivi avec haine et peur. Pierre et moi avons pris nos places à la table de la défense. À 10h02, l'huissier a annoncé « la cour ». La juge Isabelle Duval a pris place. Femme d'une 50aine d'années, cheveux grisâciés, expression sérieuse. Affaire numéro CV 2022-3847, Leclerc contre Dubois. Maître Durand, vous pouvez présenter votre argumentation liminaire. L'ouverture de Durand était décousue, désespérée. Jean a fait une promesse claire. Stéphane s'y est fié. Les promesses non tenues ont des conséquences. La juge écoutait avec une impatience croissante. Quand Pierre s'est levé, sa voix était calme, précise, dévastatrice. Votre honneur, la loi française est sans ambiguïté. Le Code civil, article 1359, exige explicitement que les contrats immobiliers soient écrits. Les promesses orales concernant la propriété sont juridiquement inapplicables, quelle que soit la confiance du demandeur. Il a présenté le Code civil, section pertinente surlignée. Le demandeur ne présente aucun contrat écrit, aucun accord signé, aucune promesse documentée. Durand a objecté. Pierre a continué. De plus, le demandeur a fait preuve d'un schéma de fraude financière visant le défendeur. Il a présenté le rapport de crédit. Le demandeur a tenté d'obtenir un prêt hypothécaire en utilisant la propriété de mon client, propriété qu'il ne possédait pas, comme garantie. Objection de Durand. Rejeté, a dit la juge. Continuez, maître Martin. La défense appelle Sandrine Girard. Une femme d'une 40aine d'années, tailleur professionnel, a prêté serment. Pierre a établi ses qualifications. Comptable judiciaire certifié, 15 ans d'expérience. Madame Girard, avez-vous examiné les dossiers financiers liés au demandeur? Oui. Qu'avez-vous trouvé concernant le paiement de 50 000 € qu'il prétend être un investissement nécessitant un remboursement? Sandrine a sorti des graphiques. Le défendeur a viré 50 000 € au demandeur le 12 octobre 2022. Cependant, la documentation d'accompagnement stipule explicitement, et je cite, « Je te fais don de cet argent pour t'aider à démarrer ton entreprise. Utilise-le sagement et rends-moi fier. » C'est le langage définitionnel d'un don, pas d'un investissement ou d'un prêt. Durand a objecté. Rejeté. Continuez. De plus, mon analyse montre que seuls 12 000 € ont été dépensés pour des frais professionnels légitimes. Les 38 000 € restants ont été utilisés pour rembourser des dettes de carte de crédit personnel totalisant 24 000 €, les 14 000 € restants ayant été dépensés sur des sites de jeux d'argent en ligne. Elle a montré les relevés bancaires avec des transactions surlignées. La salle d'audience est devenue silencieuse. La juge s'est penchée en avant. Monsieur Leclerc a présenté cela comme un investissement commercial tout en dépensant près de 80% pour des dettes personnelles et des jeux d'argent. C'est exact, votre honneur. La juge n'a même pas suspendu l'audience. Elle a regardé directement Stéphane.
Monsieur Leclerc, votre affaire est sans fondement à plusieurs égards. La loi française exige des contrats écrits pour l'immobilier. Vous n'en avez aucun. Les 50 000 € ont été explicitement décrits comme un don. De plus, votre tentative d'utiliser frauduleusement la propriété de Monsieur Dubois comme garantie de prêt démontre précisément pourquoi il était justifié d'annuler tout don proposé. Elle s'est tournée vers Durand. Maître Durand, je suis surprise que vous ayez déposé cette plainte. Elle frise le futile. Toutes les demandes sont rejetées avec des pans. De plus, Monsieur Leclerc est condamné à payer les frais d'avocat raisonnables de Monsieur Dubois. 8 500 €, votre honneur, a dit Pierre. Approuvé. Monsieur Leclerc, vous avez 30 jours pour payer. L'audience est levée. Le marteau est tombé. Stéphane est resté assis, immobile, le visage vidé de sa couleur. Dehors dans le couloir, Manon était assise sur un banc. Quand elle nous a vus sortir, elle s'est levée. Stéphane est sorti quelques instants plus tard, l'a vue, s'est dirigé vers elle. Manon, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Sa voix était glaciale. Non. Mon avocat te contactera au sujet du divorce. Ne m'appelle pas. Ne viens pas à la maison. Elle s'est approchée de moi. Stéphane est resté seul dans le couloir du palais de justice, nous regardant partir ensemble. 10 jours plus tard, le 25 juin, j'ai demandé à Manon de me rejoindre dans mon bureau. Je lui ai glissé un document relié sur le bureau. Dernière volonté et testament de Jean Dubois. Elle n'y a pas touché. Tu es toujours ma principale bénéficiaire. Tout ce que j'ai te reviendra éventuellement, mais il y a des conditions. J'ai ouvert à une section à onglets, j'ai pointé du doigt. Le patrimoine est transféré à une fiducie gérée par Pierre. Tu recevras des distributions mensuelles équivalentes à des frais de subsistance modestes. Le contrôle total te sera transféré à 45 ans, mais seulement si tu remplis certaines conditions. Sa voix était faible. Quelles conditions? Démontrer 5 années consécutives de responsabilité financière. Emploi stable, pas de dettes importantes. Compléter au moins 2 ans de thérapie avec des progrès documentés. Si tu te remaries, ton conjoint n'aura aucun droit sur les actifs de la fiducie sans un contrat de mariage que j'aurai approuvé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu ne me fais pas confiance. Ma voix s'est légèrement adoucie. Je te protège des opportunistes, de toi-même. Ces conditions ne sont pas une punition. Ce sont des garde-fous. Montre-moi que tu peux gérer l'argent de manière responsable, maintenir une santé émotionnelle, prendre des décisions sages, et l'argent est à toi. Mais il n'y aura pas d'accès facile. La maison, tu ne pourras pas la vendre avant 10 ans après ma mort. Habite là, loue-la, peu importe, mais ne la vends pas. Je ne la laisserai pas être revendue pour de l'argent. Elle a hoché la tête lentement. Je comprends. J'accepte. Merci de ne pas m'avoir complètement écarté. Tu es ma fille. Je t'aime, mais l'amour ne signifie pas permettre de mauvaises décisions. Elle s'est levée, a fait le tour du bureau, m'a serré dans ses bras, d'abord hésitante, puis sincère. Je me suis d'abord raidi, puis j'ai soigneusement posé une main sur son dos. Bref, formel, mais réel. Juillet est arrivé avec la chaleur de l'été et un optimisme prudent. Manon a payé le loyer de juillet avant que je ne me réveille. Le chèque est apparu sous la porte de mon bureau. Le 15 juillet, elle est rentrée excitée. Papa, regarde. Elle m'a montré une lettre. La médiathèque des Galières lui offrait le poste de coordinatrice administrative. 68 000 € par an, avantages sociaux complets. Début le 1er août. J'ai lu attentivement. Félicitations. C'est un poste solide. Je sais que ce n'est pas glamour, mais c'est un travail honnête, et c'est le mien. Un travail honnête a plus de valeur que tu ne le penses. Sois en fier. Les semaines ont établi un rythme. Les mercredis après-midi, sa voiture partait pour la thérapie, revenait 90 minutes plus tard. Les jeudis soirs, elle préparait des dîners simples, mettait 2 couverts. Nous mangions ensemble avec une conversation minimale mais sans tension. Les samedis matins, nous faisions les courses ensemble. Elle aidait au jardin. En août, j'ai réalisé que je n'avais pas vérifié sa présence à la thérapie depuis 3 semaines.
Je lui faisais simplement confiance. Le 15 août, le jugement de divorce est arrivé. Manon l'a apporté dans mon bureau sans l'ouvrir. C'est final aujourd'hui. Veux-tu le lire? J'ai secoué la tête. C'est ton affaire, mais je suis content que ce soit fini. Elle l'a ouvert, a parcouru le texte, a ri amèrement. Le contrat de mariage. Stéphane a insisté dessus il y a 7 ans parce que je n'avais rien et qu'il était si confiant. Maintenant, il me protège de ses dettes. Ironique. L'ironie est souvent instructive. Une semaine plus tard, Pierre a appelé. Stéphane a déposé le bilan. Liquidation judiciaire. Il déménage chez son frère à Saumur. Merci de me le faire savoir. Après avoir raccroché, je suis resté assis tranquillement. Pas de triomphe, pas de pitié, juste une conclusion. Septembre est arrivé avec le début de l'automne, mon 66e anniversaire. Le 5 septembre, Manon a passé l'après-midi dans la cuisine. Vers 14 heures, elle est apparue dans l'embrasure de mon bureau. « Papa, ton docteur a-t-il dit quelque chose de spécifique sur le potage, comme quels légumes sont les plus sûrs ?» J'ai consulté ma mémoire des directives du docteur Dupont. Carottes, céleri, pommes de terre, c'est bien, rien d'acide, faible teneur en sodium, bouillon simple. Elle a hoché la tête, et retourné à la cuisine. À 17 heures, Henri Lambert est arrivé. Chemise Oxford, pantalon chino, une bouteille de vin modeste. Jean, joyeux anniversaire. 66 ans. Tu es encore un jeune homme. À 18 heures, Manon nous a appelés dans la salle à manger. La table était mise correctement. Serviette en tissu, belle vaisselle, bougie. Au centre, une soupière de potage, la vapeur s'élevant doucement. Elle a servi le potage dans mon bol en premier. Bouillon clair, légumes tendres, aromatiques mais doux. Elle a rencontré mes yeux. Le potage que je t'ai promis il y a 9 mois. Je suis désolé que ça ait pris si longtemps. Nous avons mangé. Le potage était bon. Pas élaboré, mais fait avec soin, approprié à mes besoins. Après le plat principal, Manon s'est levée, un verre à la main. Je dois dire quelque chose. Papa, je suis tellement désolé pour tout, pour avoir laissé la cupidité m'aveugler, pour avoir choisi les choses matérielles plutôt que notre relation, pour être resté là pendant que quelqu'un t'humiliait dans ta propre maison. Sa voix s'est brisée, mais elle a continué. Tu as toujours été là, me soutenant, m'aidant, m'aimant, et j'ai tout pris pour acquis. Je t'ai traité comme un obstacle au lieu de mon père. Des larmes maintenant, mais elle n'a pas détourné le regard. Merci de ne pas m'avoir complètement abandonné. Merci pour la leçon douloureuse dont j'avais désespérément besoin. J'essaie d'être meilleur. Chaque jour, j'essaie. J'ai posé ma cuillère, je me suis essuyé la bouche. Manon, j'ai fait ce que je croyais juste, pas de la vengeance, de la justice. Stéphane a eu ce qu'il méritait parce que ses actions justifiaient des conséquences. Tu as eu une seconde chance parce que je crois que tu peux apprendre de tes erreurs. J'ai fait une pause. Mais la chance n'est qu'une opportunité. Ce que tu en fais, c'est entièrement ton choix. Continue de faire les bons. Henri a levé son verre, aux secondes chances et au bon choix. Plus tard, après le départ d'Henri et pendant que Manon nettoyait la cuisine, elle s'est arrêtée près de mon bureau. Papa. J'ai levé les yeux. Elle a traversé la pièce, s'est penchée, m'a serré dans ses bras. Aucune hésitation cette fois. J'ai posé mon livre, j'ai mis mes 2 bras autour d'elle, je l'ai tenue. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. La nuit est tombée. La maison est devenue silencieuse. J'ai pris ma tasse de potage. Manon en avait gardé pour moi, l'avait réchauffé, et je suis allé sur la terrasse. Le fauteuil en osier a grincé quand je me suis assis. Soir de septembre, les grillons chantant, le jardin visible dans la lumière déclinante, les rosiers encore en fleurs, les érables montrant les premiers signes de changement de couleur. J'ai siroté le potage, sentant sa chaleur, sa simplicité, son soin. Il y a 9 mois, je me tenais dans mon salon, couvert d'ordures, humilié, trahi par les personnes que j'avais le plus aimées. Maintenant, j'étais assis en paix. Les excuses sincères de ma fille résonnant, la justice rendue, les limites établies,
les relations reconstruites sur de meilleures fondations. Les gens disent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais j'ai appris quelque chose de différent. La justice est un plat servi au bon moment, dans la bonne portion, avec la bonne recette. Et cette recette est simple, le respect, la dignité et la connaissance de sa propre valeur. Respecte-toi assez pour l'exiger des autres. Maintiens ta dignité même quand les autres perdent la leur. Connais ta valeur pour ne jamais accepter d'être traité comme moins que ce que tu es. Stéphane n'a jamais appris ces leçons. Manon les apprend maintenant. Et moi, je me suis simplement souvenu de ce que j'avais oublié en étant généreux. La gentillesse sans limite n'est pas de la gentillesse. C'est de la complaisance. Le véritable amour inclut la responsabilité. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un est de le laisser faire face aux conséquences de ses choix, puis de lui tendre la main quand il est prêt à changer. J'ai fini le potage, j'ai regardé les étoiles apparaître, j'ai senti la brise d'automne. La paix. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la boîte à gauche. Merci d'avoir regardé.